nous n'avons pas poussé à la guerre. Nous avions un accord avec la Pologne. L'Allemagne savait, en attaquant la Pologne, qu'elle déclarait la guerre à la France. Et la France a déclaré, elle espérait peut-être que la France ne le ferait pas, mais la France a rempli son engagement et a déclaré la guerre à l'Allemagne. Malheureusement, la France n'était pas prête. Les Allemands s'étaient arrangés, s'étaient débrouillés pour s'équiper en douce, sans que ce soit officiel. Ils créaient du matériel, ils créaient de l'armée, ils étaient d'accord avec les industriels de la Ruhr, tout marchait très bien en douce, et puis bon, ils se faisaient une armée moderne. Et puis nous, on était sûrs, on avait gagné la guerre de 14, on était sûrs de les battre, et bon, on leur avait dit, on leur avait interdit de s'équiper, bon, et puis on avait fermé les yeux. Et puis voilà, bon, on s'est retrouvés en guerre. On avait d'un côté notre ligne de défense, eux ils avaient la ligne Siegfried, et puis nous on avait, comment il s'appelait déjà? Voilà, vous le savez mieux que moi, vous voyez, je ne joue pas, les noms ne sortent plus. Et puis on est resté à se regarder pendant un certain temps. Moi, à l'époque, bon, je faisais mes études, j'étais lycéen, terminale, ça ne s'appelait pas terminale à l'époque, c'était plutôt la première qui était une terminale, et après on se spécialisait dans la suite. Bon, moi j'étais en branche maths, et puis voilà, je terminais, bon, l'avenir était rose. On était sûr d'avoir une situation, on était sûr de s'en sortir, tout allait très bien. Et puis la guerre, on était sûr de la gagner, et puis, bon, le moral était bon. Et puis on ne s'en faisait pas beaucoup. On n'entendait pas grand-chose de la guerre, puisqu'il ne se passait rien. Les armées étaient l'une en face de l'autre, il y avait quelques patrouilles qui allaient taquiner en face, et puis c'est tout. Et puis au mois de mai, c'est l'attaque allemande subite et inattendue. Et évidemment, bon, elle va contourner notre ligne de défense. Malgré toutes les promesses d'Hitler, ils vont passer par les pays neutres, par la Belgique et la Hollande. Et là, c'est facile. Là, il contourne l'armée française qui est basée en Alsace-Lorraine. Il la contourne et en plus, ils marchent vite puisqu'ils ont du matériel mécanique, alors que nous, on est à pied et ou à cheval. Je me rappelle très bien, à cette époque, avoir accompagné mon grand-père qui venait comme conseiller technique pour accompagner ceux qui réquisitionnaient les chevaux. Alors on allait partout dans chaque ferme. Vous avez combien? Vous avez 3 chevaux, on en prend 2. Toujours si on ne prenait pas les 3. Et puis c'était comme ça, quoi. Moi j'allais comme gosse un peu pour voir qu'est-ce qui se passait. J'ai encore ce souvenir d'accompagner mon grand-père pour ça. Nous-mêmes, à la maison, puisque mes parents étaient marieurs, on avait un cheval aussi, bon, qui a été réquisitionné aussi. Et il a fallu qu'on en trouve un très vieux pour traîner la charrette après. Donc une armée à cheval et à pied, bon, c'est minable. Les autres, ils étaient en camion. Les autres, ils avaient des chars, nous, des chars. On avait une seule unité de chars qui était commandée par un colonel de Gaulle que personne ne connaissait. Et une seule unité de chars. En avion, c'était pareil, on était dépassés. Et puis ce qui devait arriver est arrivé. Bon, ils étaient beaucoup mieux équipés, ils ont avancé les doigts dans le nez, ils ont avancé facile.
Même si les gens se sont défendus, ils n'ont pas été, ils ont été courageux, l'armée française a été courageuse, mais bon, elle a été dépassée techniquement. Et puis nous, à l'école, d'un seul coup, on a dit, bon, on ferme l'école, les Allemands arrivent. On ne s'y attendait pas du tout. On dit en Bretagne, on est tranquille, nous n'arriverons jamais jusqu'ici. Et puis on a dit, les Allemands arrivent, ils ont déjà passé la Seine, ils ont déjà pris Paris, ils sont du côté, ils vont arriver à Rennes, là il est temps que, vaut mieux que vous alliez tous à la maison, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand ils arriveront. Et on est rentré chez nous comme ça. Et puis je me suis retrouvé avec mon frère qui, lui, il avait déjà son bac. Il avait un an d'avance sur moi. Il préparait l'école navale et l'école de l'aviation, l'école de l'air. Et alors, on s'est retrouvés tous les deux, là, et puis on écoute la radio. Le 17 juin, qu'est-ce qui se passe? On apprend que le gouvernement Reynaud est foutu en l'air, qu'il est remplacé par un gouvernement Pétain. Puis on se dit, bon, c'est pas plus mal, hein. Un maréchal à la tête de l'État en temps de guerre, c'est aussi bien qu'un civil, et même peut-être mieux. Mais manque de peau, le premier discours qu'il fait le lendemain de sa prise de pouvoir, c'est pour nous dire on arrête. On arrête tout, on n'est pas en mesure de se défendre. Alors j'ai fait contacter les Allemands pour leur demander à quelles conditions ils acceptent de signer un armistice. On entend ça de sa bouche à Pétain. Et mon frère, qui est à côté de moi, il dit, moi je marche pas, moi je fous le camp en Angleterre. Je fous le camp chez les Anglais, on continuera la guerre avec les Anglais. Et puis moi, je dis, eh ben moi aussi, bon, peut-être que je ne serais pas allé autrement, mais comme mon frère s'en aller, je dis, on s'en va tous les deux. La mère, elle ne dit rien, elle va voir son père par derrière, et puis son père lui dit, écoute, hein, si c'est eux qui ont décidé, à mon avis, il faut les laisser partir. Parce que si tu les empêches et qu'après ça tourne mal, tu le regretteras toute ta vie, c'est leur décision, laisse-les. C'était peut-être plus sage. Et voilà comment on a décidé de partir. On a dit, après, on va voir tous les copains. Les copains collégiens, puisqu'on n'appelait pas la salle lycéen, à l'époque on les appelait des collégiens. Et puis on a dit, nous on fout le camp en Angleterre, venez avec nous, venez avec nous, venez avec nous. Bon. Et on s'est retrouvés comme ça, une quinzaine de diamants, enfin une douzaine de diamants, de collégiens, qui étaient dont les établissements avaient fermé comme les nôtres. Et qui s'étaient retrouvés provisoirement sur place. Et voilà. Et après, on dit, bon, ça c'était le 17. Le 18, on se dit à Oliane, ils n'arriveront pas, mais à Dornay, ils sont plus dégourdis. Bon. Même à l'époque, on le pensait. Alors on va voir à Dornay s'il y a des bateaux qui partent. Le grand-père, lui, il venait chercher ses sous à la banque, en se disant vaut mieux prendre ses sous et les avoir chez soi que d'avoir dans une banque. Parce que dans une banque, peut-être que les Allemands les prendront tous les sous de la banque. Donc il va chercher ses sous à la Société Générale qui, à l'époque, avait ses bureaux au bout du pont, juste à l'octroi. Mais on ne trouve pas de bateau, il n'y avait pas. Le 18, aucun bateau n'est parti. On est revenu un peu dépité. Et puis, et quand le soir, quand on rentre à la maison, ma mère me dit, mais j'ai écouté la radio anglaise, il y a un général français là-bas qui dit qu'il continue. Et qui dit qu'on peut le rejoindre. Ah bon? Je dis, bon, alors s'il y a un général français, c'est encore mieux, on ne sera pas forcé d'aller chez les Anglais. Donc ça nous a confortés.
On a revu les copains, bon, il y a un général français, on fout le camp, on cherche, il faut absolument trouver un bateau demain. Et c'est pressé, parce que nous sommes le 19, le 18 juin. N'oubliez pas que les Allemands sont arrivés à Brest le 19. Il était grand temps de foutre le camp. Et là, sur le quai, on entend dire, tiens, il y a des militaires qui sont arrivés là où ils sont. Ils vont partir vers la poste de Lille. La poste de Lille, c'était le bateau qui faisait la liaison entre Audierne et l'île de Saint 2 fois par semaine. Donc on connaissait Jean-Marie Menou, puisque nous on a passé toute notre jeunesse sur le quai d'Audierne, donc on connaissait tous les bateaux, tous les patrons. On connaissait Jean-Marie Menou, tu allais voir Jean-Marie Menou, il dit, tu te fous le camp après-midi? Oui, d'accord, oui, je fous le camp et on peut aller avec toi. Ben, si les militaires sont d'accord, on peut. Alors on dit, on va voir les copains, et tout le monde, il m'a dit, on part avec la marée, quoi. Pour le moment, la mer est basse, on attend la marée haute pour foutre le camp, donc vers 2 heures, on pourra partir. 2 heures, 2 heures et demie. Alors on allait à des copains, et puis on se retrouve sur la colle devant le bateau vers 2 heures, ou un peu avant. Et puis, et à ce moment-là, il y a un gendarme qui vient. Il dit, allez, les civils, vous n'avez pas le droit de monter à bord. Que les militaires. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là? On va voir les militaires. Il dit, il y a le gendarme, là, il ne veut pas qu'on parte. Alors il dit, bah, t'as qu'à nous l'envoyer, tu vas voir. Bon, ça ne va pas durer. Alors le militaire est allé voir le gendarme, il a dit, bon, s'ils veulent partir, ils partent avec nous. Et si vous voulez les empêcher, je vous fais monter de force sur le bateau et vous partez aussi. Alors le gendarme, il est parti. Et puis on s'est dit, ça va, et maintenant ça va, on monte. Puis il y avait d'autres qui arrivaient, qui étaient comme nous la veille à Douarnenez, disant, est-ce qu'il n'y a pas un bateau qui part? Donc, qui arrivaient des communes voisines. Il y en avait des Scubiens, il y en avait de Confort, et, enfin, bon, juste à côté, quoi. Hein. Et puis, comme ça, on s'est retrouvés à 22, en réalité 24, mais il y a 2 qui, en cours de route, ont changé d'idée. Ce qui je ne les critique pas, au moins l'un d'eux, que je connaissais, qui était un ami d'enfance aussi, a fait un très grand et très valable résistant. Quand je dis ça, vous pouvez me croire. Il a fait du renseignement poussé à Haute-France, j'ai vu ses travaux, je salue ce qu'il a fait. Il a en plus essayé quelques mois après de faucher la vedette des Allemands pour partir en Angleterre. Et puis ils se sont échoués à la sortie d'Audierne, c'était pas un marin. Alors le bateau est resté échoué et puis lui il a rejoint la plage en vitesse avant qu'on le trouve. Mais enfin bon, on était 24 au départ et 22, enfin 23 au départ d'Audierne et 22 à partir d'Ouessant parce que nous restions à 21 et il y a un Sénan qui est venu avec nous, mais c'était un Sénan de Paris. Ses parents l'avaient placé à l'île de Saint pour être à l'abri des bombardements de Paris, au cas où il y aurait eu des bombardements. Et c'était Yvon Lapotaire et Bonbon, comme on l'appelait, Bonbon est venu avec nous, nous a accompagnés, parti avec nous. Voilà, pour le deuxième voyage. Parce que ce qui va se passer à Saint, c'est toujours le gendarme. Le maire de Saint téléphone à la gendarmerie, le bateau il s'en va en Angleterre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis le gendarme il dit, eh bien, les ordres sont de favoriser le départ des militaires, d'empêcher les civils de partir. Et ça recommence l'histoire des civils. Alors le maire dit, bon, les civils ne partent pas. L'officier qui était à bord de l'Air Zénith
qui était le lieutenant Dupont, qui a été mon chef après en Angleterre. Le lieutenant Dupont, donc, dit, bon, allez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il téléphone à la gendarmerie, ce sont les ordres du préfet. Bon, ben alors, il téléphone à la préfecture, il a le préfet, et puis il s'explique. Le préfet dit, je vous confirme mes ordres, pas de civils à bord. Si le bateau est pris par les Allemands, et s'il y a des civils à bord, ils peuvent les fusiller. Les militaires seront faits prisonniers, mais les civils peuvent être traités en francs-tireurs. Donc pour les protéger, pas de civils à bord. C'était pour nous protéger, soi-disant. Bon, en tout cas, nous a compliqué la vie, puisqu'on a vu leur zénith partir avec que des militaires. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, la seule personne qu'on connaissait, c'était Pierre Salin, qui était l'acheteur de mes parents. Il achetait des crustacés pour le compte de mes parents. Et donc on le connaissait très bien. Puis j'étais allé voir Pierre, lui, il dit bon, il faut nous trouver un bateau pour continuer. Et puis ça a discuté, il a d'abord tenu à téléphoner à ma mère pour demander si elle était d'accord pour qu'on parte. Il ne voulait pas de problème de son côté à lui. Et puis, comme ma mère lui a dit, bon, M. Salin favorisait leur départ, essayait de les aider. Alors il dit, bon, mais là, je suis couvert de ce côté-là. Et puis, il a demandé à un type qui était au bistrot, et pourquoi tu n'irais pas, oui? Je lui ai dit, tu sais bien que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, il faudrait que j'aie l'accord de l'ingénieur. Il dit, l'ingénieur, aujourd'hui, où tu vas le trouver? Peut-être il est mort déjà. Peut-être lui aussi, il est parti. Alors, écoute, bon, si tu pars de suite, tu peux revenir, et l'ordre demain matin. Alors il a dit, bon, d'accord. Alors les gauches, bon, ben, vous menez les gauches, vous montez à bord, quoi. On avait tous entre 17 et 19 ans. Voilà. Le plus jeune avait 16 ans. Et puis on était à 2 ou 3 à avoir 17 ans, et puis les autres, ils avaient 18 ou 19 ans. Et voilà comment on est parti. On a rameuté tout le monde, puis on a dit, bon, allez, on va sur la Véleda. La Véleda, c'était la vedette qui a ravitaillé les phares et balises. Et il a dit, bon, moi j'ai l'essence qu'il faut, je vous amène jusqu'à Ouissa. Et puis je serai de retour demain matin, quoi, avant le jour, ici. Donc ça ne gênera personne, la vedette sera toujours là. Et voilà le départ. On est parti. Arrivé à Ouessa, entre de nouveaux problèmes, on monte sur un bateau militaire, on nous fout dehors, foutez-moi le camp, pas de civil là-bas. Ça se passe en mal ici. Tout ça dans la nuit, dans le noir. Alors Jacques, mon frère, qui avait pris la direction des opérations, il dit à Henri Porte-Moquin, écoute, on va monter tous sur un autre bateau. Hein? Tu nous mets je sais pas quoi le terme, à côté de lui, nous on monte tous à bord et toi tu fous le camp. Hein? Puis quand on sera à bord, ils ne foutront pas à l'eau. Hein? Et ça se passe comme ça, voilà. Hein? Donc, nous montons tous à bord, lui, la vedette fout le camp, et le commandant arrive en disant « foutez-moi le camp », on dit « on ne peut pas, monsieur, on n'a plus de bateau ». Ah bon, il dit « bon », alors du coup il en appelle un, venez ici prendre les civils, pas de civils à bord. Et comme ça, on est monté sur un, qui était déjà archi plein, donc on a joué Boat People, là, déjà. Il n'y avait plus de place à bord. Et on est parti, avant que le jour se lève, on est parti, et quand le jour se levait, on a vu les côtes, les dernières côtes du Finistère. J'ai ce souvenir-là, de regarder
de regarder la côte disparaître en disant c'est la France qui fout le camp. Quand on reverra la France, voilà. Oui. Et puis bon, alors après, bon, on est arrivé en Angleterre. Pourquoi on est parti? On était dressés pour. On avait deux éducations. D'abord une éducation scolaire un règlement très arriéré qui remontait au Moyen-Âge. C'était le règlement encore du Moyen-Âge, des horaires impossibles, où on travaillait tout le temps, on ne s'arrêtait jamais. C'est vrai, on savait tout. Ça, c'est vrai qu'on était les plus forts du département, c'est sûr. Pour les résultats, on avait les meilleurs résultats. Mais alors, quelle vie on a menée, et on s'est habitué à cette vie-là. On s'habitue à tout. Et puis en plus, on nous apprenait, il faut être gentil avec tout le monde, il faut rendre service quand on peut. Et nous, on avait été scouts avec mon frère. Les scouts, c'est ça. C'était ça à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours ça. Ils sont au service des gens, ils sont là pour aider, ils sont là pour défendre leurs idées. Leurs idées, c'était la civilisation, notre pays. Et on fait une promesse quand on est scout, je me rappelle très bien là, toujours, je me vois la faire cette promesse, sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église et la patrie. Et là, c'est la patrie qui était en danger, donc il était normal qu'on défende la patrie. Donc c'est un peu dans cette optique-là qu'on est parti. J'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de scouts en Angleterre qui avaient la même optique et qui sont partis pour les mêmes raisons. Voilà. Alors quand on est arrivé en Angleterre, bon alors là c'est... Bon, si je commence à vous raconter tout, on va être encore là ce soir. Bon. Alors, on va survoler un petit peu les événements. Parce que les événements, ils ont duré 5 ans. Si vous voulez savoir, je suis parti le 19 de France et j'ai été démobilisé le 18 juin, 5 ans. Pas tout à fait, il manquait un jour pour faire les 5 ans. Enfin, si on compte le 19 comme premier jour, j'ai été démobilisé le 18, donc j'ai dû faire mes 5 ans quand même. Et là, bon, là c'est dans des circonstances spéciales que j'ai pu me faire démobiliser avant tout le monde. Parce qu'il fallait que je sois civil pour passer le bac. Et je voulais passer mon bac. Je n'avais pas passé avant 40, il fallait avoir un diplôme pour la suite. Quoi. Parce que quand la guerre serait, à la fin de la guerre, il fallait aussi se reclasser. Ça a été un énorme problème pour beaucoup de gens. Pour la plupart de nous. Ceux qui ne sont pas restés militaires ont eu un gros problème de reclassement. Mais enfin, bon, on n'en est pas encore là. Donc on arrive en Angleterre, bon, après les Anglais vont commencer d'abord par faire un relevé de tous ces gens qui arrivent de partout, parce qu'ils se disent, les Allemands ont certainement infiltré des espions là-dedans. Donc, il va falloir trouver les espions. Et puis, on a donc des fiches. Il nous faut remplir une fiche individuelle qui, après... Et tout ça, on est toujours en rade, on n'est toujours pas débarqué. On est devant la terre, mais on n'a pas le droit de mettre le pied à terre tant que ces fiches ne sont pas faites et enregistrées. Et c'est par la suite, 2 jours après, que nous rend notre carte qu'on avait écrite, avec en tamponné et tout. Je l'ai toujours, cette carte, qui date du 21 juin 1940. La date
de notre arrivée, enregistré en Angleterre. C'est écrit au crayon, puisqu'on n'avait rien d'autre. On avait un morceau de crayon pour remplir. C'est écrit au crayon. Et là, ils vont commencer le fichier, et après ça, on aura le droit d'aller jusqu'au port. Et quand on arrivera au port, on sera très bien reçu par des dames gentilles qui nous offrent une boisson horrible, ils appellent ça un tea. Mais chez les gens distingués, ça se fait, mais chez nous, Et puis, ils nous donnent des gâteaux à manger, ils nous donnent du pain beurre. Du tea avec des gâteaux. Enfin bon, c'est mieux que rien. Le tea est chaud, à défaut de ne pas être bon, il est chaud. Et puis le train arrive dans la voie ferrée arrive au port, on nous dit bon maintenant ça y est, vous avez eu le casse-croûte, montez dans le train. Et puis le train nous amène vers l'est, et puis ce sera Londres. Et à Londres, ça va recommencer. L'intelligence service va approfondir chacun, va faire un dossier approfondi sur chacun. On va être interrogé 2 ou 3 fois. Et puis si on se trompe la 2e ou la 3e fois, là on est interrogé pendant 1 heure ou 2 heures de rang pour voir. Parce que si on se trompe une fois, c'est peut-être on est un espion. Alors ils vous posent des questions à la noix, quoi. Qu'est-ce que vous étiez? Vous étiez à l'école, bon, vous étiez bon. Comment il s'appelait votre professeur d'histoire? Et comment il s'appelait et qui c'était votre voisin? Quel métier faisait? Comment il s'appelait? Comment s'appelait sa femme? Bon, et puis après, quand on repassait 2 jours après, en douce, plop, le même renseignement revenait. Et si c'était un espion, il pouvait se tromper. Nous, si on disait la vérité, on ne se trompait pas. Alors, bon, un de nos copains, il a dû se tromper une fois, alors il est resté pendant 2 heures. Bon, il n'était pas plus dangereux que nous, c'était un de nos copains qu'on connaissait depuis qu'on était tout gosse à la communale. Alors, bon, c'était pas un espion celui-là. Et puis là, un jour, un délégué militaire est arrivé, et puis qui a dit, je suis le délégué du général de Gaulle, le général de Gaulle est ici pour ceci, pour cela. Il constitue une armée, si vous êtes d'accord, on viendra vous prendre et vous rejoindrez cette armée. Il nous avait mis colonne par 3 pour l'écouter, et il a dit maintenant ceux qui ne sont pas d'accord, comme ça j'aurai une idée du nombre, ceux qui ne sont pas d'accord sortent des rangs. Bon, il y en a eu 2 ou 3, ça a osé sortir des rangs. Alors il a considéré que tout le monde était d'accord, il a dit bon, ben ça va, je vois, tout le monde est d'accord. On envoie des quarts demain ou après-demain. Et puis on nous a rassemblés alors en dehors parce que jusque-là on était enfermés. Et on nous a amenés à ce qu'on a, nous, on dit, quand on en parle, on dit l'Olympia. Je ne pense pas que les Anglais prononcent comme ça. S'il y a des gens qui sont costauds en anglais, ils me diront comment on prononce l'Olympia Hall. Nous, on garde l'accent français, Olympia. Donc c'est à l'Olympia qu'on a été transféré. Pendant ce temps, on dort par terre. Où on était, on dormait sur le plancher, mais à l'Olympia, on dort sur le ciment. Parce qu'il n'y a pas un meuble, il n'y a rien. C'est des trucs, des bâtisses en ciment. On dort par terre, c'est pas la joie. Et comme on a rien, les gens n'ont rien pour se changer, vous voyez dans quel état ils sont après avoir traîné sur des bateaux dégueulasses, couchés par terre. Bon. Alors ça expliquera ce que je vous dirai tout à l'heure. Bon, mais alors à l'Olympia, il y a un événement, c'est De Gaulle vient nous voir. Nous sommes le 6 juillet. Le 3 juillet, il y a eu la catastrophe. Il y a eu Marcel Kébir.
l'escadre française a été détruite, il y a eu beaucoup de pertes. Et en Angleterre, tous les bateaux français ont été pris d'assaut par les Anglais à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, ils sont arrivés, pas dans tous les ports. Ils sont montés à bord des bateaux français et ils ont dit oh, allez, dégagez, dégagez, dégagez. Il y en a qui m'ont dit on est sortis en caleçon. Ils n'ont pas eu le temps de s'habiller. Et dégagez, dégagez. Et puis ils ont rassemblé ces gens à terre et puis ils leur ont dit ben voilà, maintenant vous avez deux solutions. Ou bien vous rejoignez la marine anglaise ou bien vous retournez chez vous. Alors la plupart ont dit on retourne chez nous. Les marines anglaises étaient mal vues par la marine française depuis très longtemps. On était en guerre depuis des siècles. Alors ils n'ont pas voulu aller dans la marine anglaise et ils se sont dit on opte pour le retour. Et comme il y avait Marcel Kébir en plus, où une escadre anglaise avait détruit l'escadre française, ça n'avait pas arrangé les choses. Si bien que tous les militaires, pratiquement, se trouvaient en Angleterre, les militaires français, il y en avait quand même pas mal, je crois qu'il y en avait 35 000, au moins de l'armée de terre, et puis plus tous les marins. Le 95% ont décidé de rentrer en France. 5% ont rallié De Gaulle. Alors, c'était pas évident de rallier De Gaulle. Et on s'est retrouvé au service de De Gaulle à 2 ou 3 000. Voilà. Alors, presque tous civils, parce que pratiquement, les militaires, il y a eu 1 millier de militaires en tout, entre l'armée et la marine, 1 millier de militaires, et puis à peu près 2000 civils qui ont rallié De Gaulle. Alors, De Gaulle est arrivé donc nous voir le 6 juillet et il nous a expliqué sa position. Et sa position nous a... On n'est pas tombé sur derrière parce qu'on était debout, mais elle nous a suffoqués. La première chose qu'il a dit, je suis ici parce que je suis persuadé que les Alliés vont gagner la guerre et qu'il faut à ce moment-là que la France soit de leur bord, dans l'intérêt de la France. Parce que comme les Alliés vont gagner, il faut qu'on fasse partie des vainqueurs pour bénéficier des faveurs faites aux vainqueurs et ne pas être sanctionné. Si on reste du côté de Pétain, on fera partie des vaincus. Parce que Pétain va